Bonjour, un petit vidéo d'appoint aujourd'hui sur les équations différentielles de premier et deuxième ordre. On les a vues en classe et ça revient quand même assez souvent, surtout dans des systèmes d'équations linéaires différentielles. Sauf que là, j'ai remarqué, après, vous m'avez dit que les solutions d'équations différentielles, en fait, vous n'en avez pas tant fait. Donc, on va regarder seulement une équation. Pas un système d'équations différentielles, mais vraiment une seule équation différentielle, puis comment on obtient la solution pour cette équation-là. On va regarder l'équation linéaire avec des coefficients constants de premier et deuxième ordre. On va voir en fait que les solutions reviennent toujours sous la même forme, qui va souvent être une exponentielle, une atténuation exponentielle avec une composante oscillatoire. Donc, on commence. On suppose une équation de la forme ax' plus bx' plus cx est égal à 0. Donc, évidemment, ce qu'on veut dire, c'est que x', c'est la dérivée par rapport à un paramètre et x', c'est la dérivée deuxième par rapport à ce même paramètre-là. Donc ici, x, c'est vraiment une fonction de t ou d'un paramètre t, puis on cherche cette fonction-là. Ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de l'intégrer, mais c'est plus simple de supposer une forme de solution particulière. Puis on va supposer x de t qui va être égal à une constante fois une exponentielle e à la bêta t. On va supposer une forme exponentielle alpha e à la bêta t pour notre fonction x. Peut-être que vous pensez que ce n'est pas très général, mais on va voir assez rapidement qu'on peut obtenir des exposants imaginaires avec une composante imaginaire qui vont être des composantes oscillatoires. Puis peut-être que vous allez faire un lien avec les transformés de Fourier que vous avez vus dans d'autres cours, mais vous savez que beaucoup de fonctions peuvent s'exprimer comme une somme de sinus et de cosinus. Donc, de supposer une forme exponentielle, c'est en fait très général. On continue. On suppose donc une forme exponentielle qu'on substitue après avoir calculé les deux dérivées et on obtient une expression qu'on veut être égale à 0. On factorise et ça nous permet de trouver que alpha ne peut pas vraiment être égal à 0, sinon c'est la solution triviale. L'exponentielle ne peut pas être égal à 0. Puis il reste le polynôme quadratique et qu'on connaît la solution. Les solutions sont moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Il manque un a dans la vidéo. On a donc deux solutions, alpha plus e à la bêta plus t et alpha moins e à la bêta moins t. Je vous propose qu'on prenne une des deux expressions, par exemple alpha plus e à la bêta plus t, qu'on fasse les dérivées et qu'on remplace pour voir si c'est vrai que c'est une solution. Bon, c'est quand même assez facile de le montrer. On refactorise, les expressions sont similaires, évidemment. On fait le produit et on obtient, évidemment, que, en effet, c'est toujours égal à 0. Donc, l'exponentielle alpha plus e à la bêta plus t est une solution qui est bonne pour tous les t, donc une solution à notre problème. Remarquez que la constante alpha plus n'est pas impliquée ici dans le calcul. Elle peut être arbitraire, puis elle va dépendre des conditions initiales de notre problème. C'est important de remarquer qu'on a maintenant deux solutions pour une équation homogène. Donc, si les deux x plus et x moins sont tous les deux des solutions à notre équation, donc quand on les remplace dans l'équation, ça donne 0, bien évidemment, une somme des deux va aussi être une solution. Donc, dans notre problème, on va donc dire que la solution la plus générale, c'est vraiment la somme de x plus et de x moins. On pourrait s'arrêter ici en disant qu'on a la solution générale, mais j'aimerais ça qu'on regarde les cas particuliers avec des nombres pour voir que parfois, on va avoir un bêta qui va avoir une composante imaginaire, puis des fois, on va avoir un bêta qui est uniquement réel. Ça va avoir de l'importance parce que quand c'est imaginaire, on va pouvoir l'écrire sous forme de somme de cosinus et de sinus. Mais c'est très important de comprendre que la solution est toujours de la forme exponentielle avec une exponentielle potentiellement complexe. Donc, voyons voir quelques cas. J'ai écrit 2 cas, mais ce sera en fait 4 cas où les variables a, b, c sont remplacées par des nombres. Donc, le premier cas, on va prendre 2x' plus 3x est égal à 0.
On remplace avec la solution qu'on a obtenue auparavant, puis on obtient que b plus est égal à la racine carrée de 24 divisé par 4 fois i, et que bêta moins est égal à moins i racine carrée de 24 sur 4. Bien, la solution est donc simplement alpha plus e à la i racine carrée de 24 sur 4 fois t, et plus alpha moins e à la moins i racine carrée de 24 sur 4 fois t. Alpha plus et alpha moins sont des constantes qui dépendent des conditions initiales de notre problème. Donc, en supposant, par exemple, que la position à t est égale à 0 était 1 et que la vitesse était nulle, on obtient très rapidement, en faisant un petit système à deux équations, deux inconnues, on obtient que alpha plus est égal à alpha moins et que puisque la somme des deux doit être égale à 1, les deux sont égales à 1/2. Donc, on peut réécrire avec, de façon générale, que x de t, c'est alpha e à la i racine carrée de 24 sur 4 fois t plus alpha e à la moins i racine carrée de 24 sur 4 fois t, qu'on remplace évidemment par cosinus racine carrée de 24 sur 4 fois t. On remarque que c'est un mouvement oscillatoire avec une oscillation, une fréquence d'oscillation 2πf ou oméga égale à racine carrée de 24 sur 4. On regarde un deuxième cas rapidement. X' plus 2x' plus x est égal à 0. On a obtenu la solution auparavant. On obtient que bêta plus et bêta moins sont tous les deux égales à moins 1. Donc, on a une seule solution où x de t est maintenant égal à alpha e exposant moins t. Donc ici, pas d'oscillation, uniquement une atténuation. On a eu un cas oscillatoire, on a eu un cas atténué exponentiellement. Regardons maintenant x' plus x' plus x est égal à 0. On obtient un bêta plus et un bêta moins égal à moins 1/2 plus ou moins i fois la racine carrée de 3 sur 2. Donc, notre bêta est complexe avec une partie réelle et une partie imaginaire. On l'écrit. Et pour simplifier l'écriture, on va définir que oméga va être égal à la racine carrée de 3 sur 2 et que tau est égal à 2 dans notre cas ici. Donc, on se retrouve avec une somme de mouvements oscillatoires atténués avec une amplitude alpha plus e à la moins t sur tau e à la i oméga t plus alpha moins e à la moins t sur tau e à la moins i oméga t. Avec les conditions initiales qui sont semblables au problème d'avant, ben on a simplement que x de t est maintenant une certaine amplitude qui va dépendre de notre problème, e à la moins t sur tau cosinus oméga t. C'est maintenant un mouvement harmonique oscillatoire atténué. J'ai rapidement fait les trois cas possibles. Le fameux bêta plus ou moins qui est égal à un nombre purement imaginaire, bêta plus ou moins qui est égal à un nombre réel, ou bêta plus ou moins qui est égal à un nombre complexe. Et vous voyez que dans les trois cas, c'est toujours une exponentielle, mais le comportement physique va être un petit peu différent parce que s'il y a une partie imaginaire, on se retrouve avec des cosinus et des sinus. À bien y penser, on voit rapidement une tendance qui se dessine. Parce que lorsqu'on fait les équations pour bêta plus et bêta moins, quand on a un ordre 2, bien, il peut y avoir une composante oscillatoire, puis il peut y avoir une composante atténuée exponentiellement, ou les deux. Donc, la composante oscillatoire va toujours apparaître lorsque le radical qu'on obtient, le racine carrée de b2 moins 4ac dans notre cas ici, va être négatif, puis donc la racine va être imaginaire. Il y aura toujours une forme bêta plus ou moins qui va être égale à moins b sur 2a, plus ou moins le terme avec le radical. Bien, si le terme sous le radical est négatif, on va avoir la réponse d'un radical imaginaire. Puis au contraire, s'il est réel, on va avoir un radical réel. Donc, on va pouvoir écrire simplement toujours nos bêtas sous la forme d'une partie réelle qui va être une atténuation exponentielle et d'une partie imaginaire qui va être une partie oscillatoire. Donc, la forme finale de notre solution x de t va toujours être de la forme d'une certaine amplitude avec une atténuation exponentielle qui oscille à oméga et une autre amplitude qui s'atténue aussi exponentiellement avec une fréquence moins oméga. Et avec les conditions initiales, on pourra simplifier à une amplitude, une atténuation exponentielle et un cosinus oméga t, ou de façon plus générale, cosinus oméga t plus une certaine phase.
Mais là, je vous vois vous poser des questions. Si on a E à la I oméga t, ça veut dire qu'on a cosinus oméga t plus I sin oméga t. Donc, parfois, peut-être qu'il va avoir une composante imaginaire à notre déplacement x de t, ce qui ne devrait pas avoir de bon sens dans un problème physique. Ne vous en faites pas. Avec les conditions initiales, par exemple la position et la vitesse, qui sont évidemment toujours réelles, lorsqu'on fera les mathématiques, on obtiendra toujours une annulation de la composante imaginaire parce que les conditions initiales seront réelles. On regarde un dernier cas un peu plus simple, mais qui n'est pas inclus vraiment dans les autres parce qu'on n'obtient pas une équation quadratique pour bêta, mais x' plus x égale à 0. On solutionne encore en supposant une exponentielle alpha e bêta t, mais cette fois-ci, puisque ce n'est pas une équation quadratique, ben on ne serait pas capable d'utiliser l'équation que j'ai faite avant parce que le a est égal à 0, donc on divise par 2a, ce qui n'est pas possible. Donc, on doit le refaire au complet, ce qui n'est pas très difficile. On remplace dans l'équation, on factorise, puis on obtient encore une fois assez rapidement que alpha ne sera sûrement pas égal à 0, sinon c'est la solution triviale, l'exponentielle jamais égale à 0, et donc ici, on a que bêta plus 1 doit être égal à 0, donc bêta est égal à moins 1. Avec les conditions initiales, pour ici, disons que autant t est égal à 0, la valeur de x était de 1, ben on a que x de t est égal à e à la moins t. Ce qui montre que pour une équation différentielle de premier ordre, on n'a pas d'oscillation, on a simplement une atténuation exponentielle dans le cas ici. Quel est le message? Lorsqu'on a une équation différentielle de premier ou deuxième ordre, homogène, c'est-à-dire égale à 0, avec des coefficients constants devant les différentiels, c'est-à-dire des coefficients qui dépendent ni du paramètre t, ni des autres variables, on va toujours poser une solution de forme exponentielle qui sera peut-être complexe. En remplaçant dans l'équation en faisant les dérivés, on va obtenir des valeurs de bêta qui permettent de vérifier l'équation pour qu'elle soit nulle pour tous les temps t. On additionne ces solutions-là qui dépendent de différents bêta parce que ce sont toutes des solutions à l'équation homogène. Donc, quand on les remplace, ça donne toujours 0. Une somme de solutions sera aussi encore une solution. On va obtenir des solutions oscillatoires parfois quand il y a du deuxième ordre, puis on va obtenir toujours une atténuation exponentielle ou une augmentation exponentielle, mais un comportement exponentiel quand c'est une équation du premier ordre. Je vous fais remarquer qu'on a fait une seule équation différentielle. Dans le cours de physique mathématique 1, on a fait des solutions de systèmes d'équations. Mais donc, ça reste la même chose. Chaque équation doit être solutionnée en utilisant cette stratégie-là, mais on va utiliser les stratégies d'algèbre linéaire, des matrices, puis toutes les techniques qu'on a apprises avec les vecteurs propres pour solutionner un système d'équations. Ce n'est pas la même chose parce qu'on veut solutionner toutes les équations en même temps. Mais ça reste que la stratégie pour approcher ces problèmes-là va être évidemment très similaire à ce qu'on fait pour solutionner une seule équation.